Alors, on a lancé l'enregistrement et on va démarrer. Donc, si vous ne souhaitez pas être visible, vous pouvez couper votre caméra et si possible, couper aussi votre micro pendant la période de présentation. Mais n'hésitez pas à poster vos questions dans le chat, la conversation, et j'essaierai d'y répondre au fur et à mesure. Bon, bonjour à tous de nouveau. Comme je le disais en introduction, c'est la deuxième partie de notre journée de présentation du programme de travail 2025 pour le cluster 3. Alors, ce que j'ai expliqué ce matin, c'est et que Jean-Florian vous a présenté pour ceux qui étaient présents ce matin. On a pris un peu d'avance de phase, c'est-à-dire qu'initialement, le programme 2025 devait sortir beaucoup plus tôt. Mais compte tenu du changement de commission et des retards pris sur ce programme, la publication officielle du programme ne se fera que certainement courant mai. Alors on pense que ça sera un peu avant ou autour du 16 mai, puisque le 16 mai, il y aura une réunion de la commission organisée par la commission de pré-infodé sur le programme. Euh, comme il y a eu déjà un certain nombre de documents qui ont circulé, que par ailleurs, certains sont certainement déjà inscrits. Il y a une présentation plus générale et des pitchs qui s'organisent pour l'événement SMIG européen de brokerage, enfin de mise en relation européen qu'on a organisé en France, qu'on a réussi à organiser en France. Donc c'est bien parce qu'il y a une- vous êtes nombreux côté français à participer à cet événement, donc ce sera une occasion de à la fois présenter vos propositions et surtout constituer et vous rapprocher de partenaires ou de personnes qui vont présenter. Donc, il y aura toute la communauté européenne. Mais comme cet événement va aussi se passer le 6 et 7 mai, donc déjà, tout le monde est dans les starting blocks, on a préféré ne pas repousser la date de présentation du programme, même s'il est encore dans une phase draft, puisqu'on n'a pas le dernier validé, consolidé et voté, sur lequel tous les États auront donné leur accord puisque ce n'est pas sorti de manière officielle, mais on peut considérer que ce qu'on va vous présenter à 98, 97, 95, 99%, ça je ne saurais pas dire ce qui va exister. Alors il y aura certainement ou peut-être des petites modifications qui seront à la marge, qui seront peut-être en termes de budget, mais à la marge, en termes de conditions d'éligibilité, mais là aussi à la marge, et puis certainement quelques petits éléments de wording, enfin de mise en forme qui seront éventuellement modifiés, mais c'est même pas certain. Voilà. Donc, cette précaution verbale étant prise, je vais vous présenter la destination cybersécurité, euh, Increasing Cybersecurity, en fait, dans le texte réel. Alors pour certains, ça va être une redite, mais pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, je vais balayer très rapidement le contexte européen que vous connaissez tous, qui est bon de rappeler. Et puis ensuite, je vous présenterai vous allez voir, il y a 6 appels cette année sur le programme Cyber Security, qui est un peu particulier parce que euh, pour une fois, enfin c'est la première année, ça va être ça à partir de maintenant. Une action, l'action cybersécurité est une action qui est indirectement gérée par le CCC, donc l'European Cyber Security Competence Center, qui a été mis en place à Bucarest très récemment, et qui va implémenter cette action cybersécurité pour le programme Horizon Europe du Cluster 3, donc au nom de la DG Connect. Voilà. Donc vous verrez d'ailleurs que dans le programme, euh, c'est juste aussi pour vous prévenir, les, les sujets ne seront pas présentés de la même manière, c'est surtout qu'ils ne seront pas présentés dans les mêmes paragraphes. Ils sont considérés, ils seront dans un paragraphe qui traite des indirect managed actions. Voilà. Bon, tout cela étant dit, on va commencer tout de suite. Donc, le programme européen de Horizon Europe, les appels 2025 du cluster 3 de la sécurité civile, s'inscrivent dans le grand programme cadre, donc que vous connaissez tous, hein, de recherche et innovation de l'Union européenne sur 7 ans, 21-27, 95 milliards d'euros pour le budget global. Et là, on parle effectivement du pilier 2
qui traite des problématiques mondiales et, et compétitivité industrielle européenne. Alors le mot compétitivité industrielle reviendra certainement fortement, notamment suite aux différents rapports dans la suite, le FP10, on pourra en parler off si vous voulez. Mais on est donc au cœur des problématiques de compétitivité et on est le troisième cluster, ce qu'on appelle le cluster, donc domaine de problématiques liées à la sécurité civile pour la société. Euh, finalement, ce programme, et surtout le pilier 2, est structuré autour de projets collaboratifs. Donc, c'est essentiellement un programme une partie du programme qui traite de projets collaboratifs. Donc, vous aurez besoin de constituer des consortiums. Donc, vous ne répondrez pas à un appel seul, vous répondrez en équipe, un ensemble de partenaires et un coordinateur qui ne sera là que pour coordonner et être l'interface avec la commission. Et l'ensemble de ces partenaires, donc associés dans le cadre d'un consortium agreement, devra répondre à ces projets avec des contraintes, puisqu'on parle de projets européens, notamment en termes de participation. Donc, vous aurez besoin d'avoir dans votre consortium au moins 3 entités légales indépendantes dans 3 États membres. Et vous aurez aussi la possibilité d'avoir des États associés. Donc, très rapidement, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, donc les 27 pays des États membres, vous les avez là. Et c'est surtout dans les pays associés, c'est quelque chose qui évolue. Donc là, la dernière mouture du 17 avril d'aujourd'hui, en vérifiant un peu quel est l'état des associations, vous avez 3 associations en cours, hein, le Maroc, la Corée du Sud et la Suisse, qu'on a mentionnées parce qu'elles seront certainement conclues à la fin de l'année 2025. Enfin, c'est l'objectif. Du coup, quand vous aurez, pour ceux qui seront sélectionnés, quand vous aurez la réponse de votre succès au projet, qui sera certainement vers la mars 2026, mais les pays et les membres de votre consortium qui viendraient de ces pays seront tout à fait plus qu'éligibles. Ils seront considérés comme ils seront associés. Ils auront les mêmes droits que les autres pays associés et donc ils seront financés aussi dans le cadre de ce programme. Ce qu'on a marqué aussi, c'est ce point. Alors là, il est pas présent finalement dans les projets de cybersécurité. On va voir qu'ils sont un peu particuliers. Ils ont une dimension un peu plus stratégique, hein, on le comprend, et un peu plus sensible par rapport à l'Europe et au positionnement que souhaite avoir l'Europe dans sa stratégie d'autonomie ouverte, mais souveraine d'une certaine manière. Euh, donc là, c'est des pays à faible tiers, à faible, qui sont des pays à revenus faibles ou moyens, mais on en a parlé ce matin, ils sont plutôt considérés dans les propositions traitant de la Disaster Resilient Society, de la société résiliente face aux catastrophes. Mais par contre, on a, et ça c'est le point suivant, on a une mention, et on va le voir dans les sujets en particulier qui traitent du post-quantum cryptographie, on a la mention de l'opportunité pour les pays de l'OCDE de participer à ces projets. Euh, alors, il y a une question concernant le Canada. Le Canada, normalement, est un pays associé. On va revenir sur derrière, vous allez voir. Il fait partie des pays associés. Donc, la participation du Canada est tout à fait, et plus que recommandée, elle fait partie des conditions d'éligibilité des pays éligibles. Alors, je reviens sur l'OCDE. Donc effectivement, vous allez voir, pourquoi on a montré cette liste? Parce qu'on souhaitait que vous réalisiez que les États-Unis, un certain nombre de pays sont membres de l'OCDE et donc seront éligibles sur certains de ces calls. Ça peut être aussi des points qui pourraient évoluer éventuellement d'ici la publication, mais bon, on part du principe que ce n'est pas le cas. Alors, ces projets, on l'a vu, il y a des conditions d'éligibilité. Euh, alors, je vais essayer de répondre en live parce que je suis seul là à gérer pour le moment. Le Brésil, de mémoire, je ne l'ai pas
en tête, mais il est peut-être, et je pense pas qu'il fasse partie des pays tiers à faible revenu moyen, à moins que ce soit le cas, j'en doute. Donc, effectivement, il ne fait pas partie des pays. Alors, ça n'a pas d'impact d'ailleurs pour la cyber, puisqu'on va le voir que la cyber est relativement restrictive. C'est-à-dire que sur l'ensemble des d'écoles, vous aurez uniquement les pays associés et les pays membres qui seront éligibles, voire avec les pays de l'OCDE. Et on verra que même à l'intérieur des pays membres ou des pays associés, les entités qui seront contrôlées par des nations, des pays qui ne sont ni membres ni associés, ne pourront pas participer. Donc il y a une volonté qu'on comprend très bien, une volonté sur des sujets aussi sensibles que la crypto ou que la cyber, puisque on est dans un monde où la cyber a une place importante, la protection et les capacités qu'on peut avoir de se protéger face à des attaques diverses et variées est importante. Donc l'Europe souhaite avoir ses propres technologies et ses propres capacités pour avoir une certaine autonomie à ce niveau-là. Donc je n'ai pas de mention du Brésil, mais je pense que dans tous les cas, il ne fera pas partie des conditions d'éligibilité des calls de cybersécurité. Alors, on est dans le programme Horizon Europe, donc on est toujours, et on est dans ce pilier 2 qui a toujours la même approche. C'est une approche qui est très top-down, hein. On définit des priorités politiques stratégiques qui sont d'ailleurs indiquées donc vous voyez sur la gauche dans un plan stratégique qui s'étale sur un certain nombre d'années. Donc là, on est dans le plan stratégique qui a été mis à jour, qui traite de 2025 à 2027. Ces objectifs stratégiques sont traduits par le programme eux-mêmes, par les programmes et notamment le programme 2025. Et en l'occurrence ici, on veut vraiment que ce soit des projets européens, c'est-à-dire que, comme je le disais, c'est des projets collaboratifs, mais qui vont aussi à une dimension transdisciplinaire, transsectorielle et transnationaux. Je vous ai mis en gras le nombre typique de partenaires. On a vu ce matin que sur certains projets, mais c'était du SSRI, il y avait des limitations en nombre de partenaires pour focaliser et avoir des projets un peu plus petits et avec des retours très, très rapides. Mais en général, on est autour de 10 à 15 partenaires. Une durée moyenne de ces projets de 3 à 4 ans et les projets vont globalement de 3 à 5 millions et on va voir que sur la cyber, on a cette année des projets à 12 millions d'euros. Donc on est sur des choses un petit peu plus ambitieuses avec des types de projets qui vont de la recherche un peu plus amont avec des RIA, des Research et Innovation Action, vers quelque chose qui est beaucoup plus proche du marché, des PCP, les Pre-Commercial Procurement. Alors là, on parle de cyber et vous allez voir qu'on n'a que des RIA, d'ailleurs beaucoup, et une IA. Donc on est vraiment sur un aspect plus recherche et plus technologique et un peu moins applicatif, entre guillemets, que les projets des autres destinations qui vont jusqu'à du PCP. Quelques conseils, donc toujours les mêmes, là je vais très vite, je vais aller vite, euh, ici, on vous a mentionné le fait de prendre en compte les facteurs humains et le contexte social de manière systématique. C'est moins vrai sur les projets cybersécurité qui sont, comme je vous l'ai dit, beaucoup plus orientés euh, technologie et capacité technologique, mais malgré tout, la dimension sociétale de la cyber est quand même très importante. On le verra sur un aspect en particulier où les aspects de privacy et de confidentialité, de RGPD, de législation européenne sont très importants. Donc voilà, il faut bien avoir ça en tête, hein. On est en Europe et on a une manière particulière et spécifique et unique de traiter les problèmes, notamment en respectant les droits fondamentaux. Tout ça est écrit d'une certaine manière dans le plan stratégique, donc on vous invite à lire le plan stratégique qui n'est pas un document, qui est un document quand même très facile à lire et très, très bien fait et court. Donc ça c'est bien, c'est le cadre général qu'il faut avoir en mémoire. Et le Work Programme n'étant que une implémentation de ce plan stratégique sur des appels spécifiques. Donc là, je n'ai même pas à mentionner puisque ça sera même pas indiqué, les entités chinoises ne sont pas éligibles.
Euh, et pour les accords d'association, on a déjà vu ça. Ça peut évoluer, donc vous pouvez aussi suivre de temps en temps. On vous a mis le lien dans les planches. Alors les planches, je réponds tout de suite à une question qui peut venir. Vous ne les aurez que dans quelques temps pour la raison que j'ai évoquée au début, qui était que on vous fait cette présentation un peu en amont parce on veut que la communauté française anticipe autant que les autres communautés européennes sur le montage de ces projets. Mais officiellement, euh, les présentations du programme ne pourront être officielles qu'à partir du moment où la Commission les aura rendues officielles. Alors c'est quelque chose, j'en profite, c'est quelque chose qui est encore d'actualité en 2025, mais la Commission comprend qu'il y a un besoin d'anticiper et certainement qu'à partir de 2026-2027, elle prendra elle-même la décision de publier les drafts à un certain moment, donc un peu plus tôt que ce qui a été le cas à l'heure actuelle, pour permettre à la communauté de mieux se préparer. Voilà, quand les drafts seront à un stade où elle considère qu'ils sont suffisamment stables ou qu'ils évolueront qu'à la marge, c'est elle-même qui les communiquera, ce qui devrait être le cas en 2026 et 2027. Euh, Bon, là, le reste ne nous concerne pas trop, si ce n'est le fait qu'on reste sur un programme Horizon Europe. On est sur le programme Horizon Europe, qui est qui est un programme civil, qui n'est pas non plus dual ni militaire. Donc ça, c'est aussi quelque chose sur lequel il faut être vigilant, mais je pense que dans le cadre de la cyber, on est à peu près tranquille. Euh, voilà, je pense à la planche d'après, j'y vais très vite. Là, une autre chose aussi importante, c'est par rapport au conseil, c'est que vous verrez dans le texte, il est fait référence à un certain nombre de documents qui sont identifiés par la commission comme étant des documents à prendre en compte. Donc, on vous encourage vivement à le faire. Là, on en a rassemblé un certain nombre, mais c'était simplement l'idée était ici de mettre l'accent sur ça et dire bon, quand vous aurez le texte de manière très très précise, vous verrez la référence à certains documents produits par la commission. C'est bien de les avoir lus et c'est bien de les prendre en compte dans votre réponse. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, maintenant il faut gagner. Donc, pour gagner, on est évalué. Et l'évaluation se fait sur trois critères principaux, hein, qu'on vous rappelle, le critère d'excellence, le critère lié à l'impact et le critère lié à l'implémentation. Mais sur l'impact, qui est un critère important, puisque c'est le critère qui est assez discriminant finalement, il y a plusieurs types d'impact, donc on a juste voulu les rappeler ici pour que vous n'oubliez pas de faire en sorte que dans votre proposition, vous traitiez l'ensemble de ces cas. Donc un impact scientifique, bien sûr, qui est lié aussi à l'excellence, mais surtout des impacts sociétaux et des impacts économiques, puisque tout ça est fait pour et financé par la Commission pour qu'à terme, ça nous donne un avantage compétitif et donc un impact économique. Je dis bien à terme, puisqu'on verra que pas mal des projets sont à des RIA, donc Research Innovation Action, avec des niveaux de TRL assez bas en fin de projet, ce qui veut dire que l'impact sera plus tardif. Euh, alors, je continue. J'essaie de voir s'il y avait des questions. Alors, sur le cluster 3, donc très rapidement, mais ça, on l'a dit, on le répétera toujours. Le cluster 3, comme a ses propres priorités, qui sont liées bien sûr à la sécurité civile et à la cybersécurité, qui est explicite dans les priorités du cluster. C'est un programme capacitaire, donc à terme, ou même l'objet de la plupart des appels est de construire et de nous permettre d'avoir des capacités et donc de doter l'Europe des moyens pour garantir sa sécurité civile et cyber. Donc on verra que notamment il y a un appel cyber qui est très opérationnel parce qu'on veut vraiment améliorer nos capacités opérationnelles à traiter le problème et les menaces qui nous entourent. Mais tout ça en prenant en compte les aspects éthiques et légaux, puisque on est en Europe et on souhaite faire les choses d'une certaine manière, c'est-à-dire dans le respect des valeurs
communes qu'on partage, voilà, et qui font l'objet de ce programme européen. Si on parle bien de l'Europe. Euh, D'où aussi l'objectif à terme de créer éventuellement un marché européen, voire plus large, mais au moins d'avoir cette dimension-là. Donc, c'est un élément qu'il faut garder en mémoire. Et donc, quand vous rédigez une proposition, il faut bien indiquer la dimension européenne de ce que vous allez proposer. Bon, les key strategic orientation, bon, elles sont classiques, je vais pas les rappeler. Simplement, effectivement, la cybersécurité, on va le voir dans la planche suivante, la cybersécurité. Euh, alors, non, c'est pas la planche suivante, mais voilà, on va le voir, représente une part importante du programme, donc c'est normal que ça soit indiqué explicitement dans les priorités du cluster 3. Alors juste, même si je vous ai dit que ça n'allait pas être éventuellement trop important sur ces appels, ces 6 appels de la commission, sur la cybersécurité, notamment sur les appels traitant de post-quantique cryptographie, qui sont plus technologique. Cette dimension SHS, elle est considérée dans le programme global Cluster 3 de manière transverse. Donc, ce matin, vous avez eu une présentation et c'est aussi l'objet de notre journée, c'était de vous sensibiliser tout particulièrement à cet aspect SHS, sciences humaines et sociales. Ça fait partie, les sciences humaines et sociales font partie des éléments importants à prendre en compte globalement et à traiter dans votre proposition. Là, vous allez plutôt, on va plutôt être sur les aspects respect des normes et accepter et légal, éthique, donc le quatrième point. Mais la vulnérabilité et l'inclusion sont aussi à prendre en compte dans vos propositions. Voilà. Voilà les différentes destinations du cluster 3. Donc, on est là encore sur 6 destinations, avec une destination importante, hein, la cyber qui est plus de 36%. Donc, ça grossit, hein. L'année dernière, je crois que c'était que 33 ou 34. Ça prend de l'ampleur. Et ensuite, en plus, on a un programme de travail qui est assez ambitieux cette année, qui est supérieur au budget qu'on avait l'année dernière. Donc, pour 2025, on a presque 250 millions d'euros répartis sur ces différentes destinations, dont la destination cybersécurité qui, à elle seule, va représenter de l'ordre de 90 millions d'euros. On a un appel en gros sur la cyber avec 6 propositions, 6 projets, 6 topics, 6 sujets, pardon, qui ensemble vont représenter un budget de 90 millions d'euros. Une date limite de dépôt des propositions le 12 novembre. Donc c'est pour ça qu'on anticipe un peu, parce que ça passe très vite, surtout avec les vacances au milieu. Alors, point suivant, on attaque directement maintenant sur le détail des sujets cybersécurité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, enfin intéressant, ce que je vous disais au tout début, c'est que la dénomination a changé, la manière de présenter les sujets, les appels de la cybersécurité est un tout petit peu différent parce qu'ils sont gérés maintenant par le European Cyber Security Competence Center à Bucarest. Et bon, pour le moment, ça ne change rien sur le dépôt, ça ne change rien sur les règles, c'est simplement que les sujets eux-mêmes ont été consolidés on va dire, via le CCC, hein, même s'ils sont issus de la concertation entre les États membres et la Commission et la DG Connect en particulier. Mais leur traitement ou la manière dont les actions vont être traitées, donc les évaluations et tout ça, vont être réalisées par le CCC, suivant les mêmes règles, avec une évaluation par des experts, les mêmes processus, tout pareil, mais c'est simplement supervisé par le CCC. Donc, on a 6 appels cette année pour ce que je vous disais, un budget de 90 millions d'euros, une IA, une Innovation Action et 5 RIA, Research Innovation Action. Et on les voit tous les 6, contrairement à ce que vous avez pu voir ce matin, où on avait beaucoup, même essentiellement, si ce n'est à part 2 projets, 2 sujets, on avait des appels ouverts. Là, on a des appels beaucoup plus prescriptifs qui sont relativement détaillés et sur lesquels je vous encourage de vraiment bien
une fois que ça sera sorti, que vous pourrez faire une analyse de texte très fine, de bien prendre en compte tout ce qui est écrit dans ces propositions qui sont très directives. Donc, on en a trois qui traitent d'une manière plus générale de la cyber, on va dire, même si le premier est spécifique sur l'IA générative, l'utilisation de l'IA générative pour les applications en cybersécurité. On a trois assez généraux et trois plus spécifiques sur la post-quantique cryptographie. Donc, on va regarder ça tout de suite. Alors, le premier, euh, qui consiste à utiliser l'IA générative pour analyser de grandes quantités de données et identifier les anomalies. Donc ça, c'est en particulier une des directions du projet. Alors là, on a un gros budget pour cet appel. On a 40 millions d'euros qui seront répartis. Donc, je vous parlais de 12 millions d'euros en moyenne par projet, puisqu'il est attendu à ce que 3 projets soient lauréats. On est sur des RIA, donc des projets un peu plus amont, qui sont considérés plus recherche, donc pour lesquels le TRL n'est pas tout à fait défini. Alors peut-être qu'il le sera dans le projet, la proposition finale, je ne sais pas. Toujours est-il que c'est une RIA, donc on peut s'attendre à des TRL de l'ordre de 4-5 en sortie de projet. Alors, le point très important, avant d'aller dans le contenu, vous allez voir le contenu, il y a deux options possibles. Donc, en fait, les 3 projets seront sélectionnés sur 2 options possibles. Mais ce qui est important, c'est, comme je vous le disais, c'est que, on va le retrouver dans des autres appels, les conditions d'éligibilité sont assez strictes. Donc, en particulier, les candidats et les membres du consortium vont faire partie des États membres ou des États associés. Et ça sera notamment, si vous êtes une entité même détenue, même d'un État membre ou d'un pays associé, mais que vous êtes détenu ou êtes contrôlé par une entité qui est autre et qui n'est pas un pays associé ou un pays membre, eh bien, vous ne serez pas éligible. Alors, il y a aussi une autre condition de restriction, mais qui existe déjà depuis un certain temps, qu'on a déjà vu les années passées, qui concerne les réseaux de communication, l'utilisation d'outils ou de capacités de réseaux de communication qui seraient restreints à des capacités européennes. On élimine des Huawei ou des ZTE dans les outils ou les partenaires qu'on va utiliser pour aussi à traiter de réseaux de communication. Alors, les propositions devront choisir un des deux axes de développement, donc toujours liés à l'utilisation de l'IA générative pour les applications en cybersécurité. Donc, l'un sur le développement et les tests de modèles d'IA générative pour la surveillance, la détection. Alors oui, détenu, ça veut dire contrôle, donc actionnaire, certainement. Contrôlé. Je crois que c'est dans le texte de la commission, il y a marqué controlled. Donc ça doit être effectivement un shareholder de l'actionnariat. Sur l'IA générative, sur la surveillance, la détection, la réponse est l'autoréparation face aux cyberattaques qui peuvent être de nature diverse. Voilà. Donc euh, ça, la capacité de l'IA générative sera en particulier regardée sur ses capacités à pouvoir traiter, s'adapter de manière adaptative en temps réel et pouvoir garantir une réaction même à des attaques adversariales, enfin IA adversariales. Donc voilà. Donc ça c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet qui sera traité sur lequel il faudra que vous décidiez si c'est votre focalisation pour y répondre, et ça sera la création d'outils d'IA génératifs pour la conformité continue et la rémédiation automatisée en tenant compte des aspects juridiques et éthiques. Donc le deuxième aspect est beaucoup plus orienté régulation, analyse et facilitation, comment on pourrait mieux analyser et faciliter l'application des aspects juridiques et éthiques
et la régulation européenne dans les systèmes digitaux. Donc ça, c'est un deuxième axe. Et donc, vous devrez répondre à l'un ou l'autre. Et il y aura trois projets sélectionnés, donc deux et un, ou peut-être qu'à terme, ils pourront sélectionner quatre projets, deux et deux. C'est pas encore certain. Ça dépend toujours des budgets restants et de la manière dont l'évaluation se fait. Donc ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, alors là, vous n'allez pas pouvoir lire tellement parce que c'est un petit peu lourd, ce qui en a écrit, mais on a mis des informations, on pensait pouvoir vous les communiquer tout de suite et donc c'était une manière d'avoir un support avant d'avoir l'appel et en fait c'est pas tellement possible comme je vous l'ai dit. Alors simplement là on est encore sur des budgets assez conséquents puisque on va avoir des projets qui vont aller jusqu'à 6 millions d'euros hein, puisqu'on est autour de 24 millions d'euros pour quatre projets sélectionnés. Là on est sur une IA donc une Innovation Action avec des TRL importants en fin de projet. Je crois qu'il y a même une condition de début de projet. Ils veulent au moins du TRL 4 ou 5 en début de projet. Donc on est sur de la cybersécurité beaucoup plus opérationnelle. Donc, le mot opérationnel est important. Je crois qu'il est aussi demandé d'avoir des pilotes qui soient tout à fait du monde réel, hein, des vrais pilotes, des real application, world application, real world application. Je crois que c'est le mot qui est dans le texte. On est toujours là sur les mêmes contraintes, hein, pays membres et associés ou entités qui ne sont pas détenues par des entités extérieures aux pays membres et associés et des réseaux de communication européens, avec juste une particularité sur ce projet qui se généralise d'ailleurs de plus en plus et à terme, ça sera peut-être plus que les, 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 les sujets, les modes de financement standard, c'est du financement par forme forfaitaire, ce qu'on appelle lump sum, qui vous permet d'avoir une gestion plus facile lors du projet, mais qui vous oblige à bien détailler vos coûts au moment de la proposition. Et une fois que vous avez bien détaillé vos coûts, vous serez jugé sur l'évaluation de vos résultats, pas sur votre déclaration de coûts. Donc ça, c'est un aspect aussi important. Vous pourrez en parler. On pourra en parler si vous le souhaitez. Euh, alors là, effectivement, on est sur de l'opérationnel, la cybersécurité opérationnelle. Euh, euh, et en fait, on est aussi sur des problèmes de cybersécurité cross-secteur et cross-border. Donc ça, c'est un élément qui est important, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un monde qui est de plus en plus connecté, notamment non seulement des systèmes IT connectés les uns aux autres, mais à travers les frontières, les vulnérabilités, surtout dans des contextes tels qu'on les voit euh, dans le contexte géopolitique actuel et les attaques potentielles, on a besoin d'être capable d'avoir des outils opérationnels qui nous permettent vraiment de détecter et de gérer le fait que des vulnérabilités et des attaques puissent être cross-border et cross-sectorielles. Voilà, donc ça c'est un des aspects très opérationnels, le deuxième appel. Troisième appel, qui est encore sur de la cyber de manière plus générale. Là, on est sur les aspects de privacy. Donc là, on est vraiment technologie d'amélioration pour la protection de la vie privée. Donc là, on est plus ouvert, c'est-à-dire que c'est des technologies qui sont pas forcément considérées comme forcément souveraines, mais donc on n'a pas une restriction sur uniquement les pays euh, associés et les pays euh, membres, et notamment sur les contrôles des entités au niveau des pays membres et des pays associés. Mais là, ça traite de la préservation de la vie privée, que ce soit au niveau des partages de données, que ce soit au niveau des espaces de données européens qu'on va manipuler, et tout ça doit être conforme à la GDPR et à la législation européenne. Et l'idée étant même d'aller vers de la préservation de la vie privée by design. Bon, voilà. Donc ça, c'est un sujet très opérationnel. C'est une RIA. Il y aura aussi, c'est des projets de 3,5 à 4 millions d'euros. Il y en aura trois sélectionnés. On est sur une recherche et innovation action avec des TRL qui sont pas tout à fait définis, mais comme je vous ai dit, qui restent de l'ordre de 4-5 en fin de
en fin de projet. Ensuite, on passe aux trois projets qui se traitent de la cryptographie, donc le CCC04, qui en fait euh, essaie d'évaluer la sécurité des primitives de cryptographie post-quantique. Euh, tout tourne autour d'une espèce de compromis. Donc là, vous voyez que l'OCDE on est un peu plus sensible, mais on a aussi l'OCDE les membres des pays de l'OCDE qui peuvent participer. C'est aussi un lump sum. Mais le contenu de ce projet, c'est plus pour essayer de faire en sorte qu'on ait les primitives de crypto post-quantique les plus efficaces possibles. Donc, il faut évaluer leur sécurité, mais il y aura un vrai enjeu lié à l'équilibre entre sécurité et performance. Si on a quelque chose de très performant, mais que très sécurisé, mais qui détruit complètement la performance de nos systèmes hein, du fait de ces primitives de crypto, on va pas forcément dans le bon sens. Donc là, il y a un vrai sujet et tout tournera autour de cet équilibre entre sécurité et performance. Ça t'appelle. On va ensuite à l'appel suivant. Alors là, on est sur la sécurité des implémentations des algorithmes de crypto post-quantique. Donc là, on revient toujours, on est dans le même cadre. Donc vous allez voir les trois projets de crypto post-quantique qui ont trait à la crypto post-quantique ont les mêmes conditions d'éligibilité, hein, un peu restrictives, mais avec l'OCDE aussi qui est mis en place. Là, on est sur quelque part une robustesse des algorithmes et de la sécurité de leur implémentation. Euh, oui, qu'est-ce que je peux rajouter là-dessus? Non, vous avez le texte qui est explicite, avec la volonté aussi d'analyser les nouvelles attaques et les combinaisons d'attaques. Donc là, c'est mentionné, c'est écrit, vous avez l'utilisation de l'IA qui est mentionnée dans cet appel, où il est dans presque tous. Donc, il y a aussi cette dimension, je ne parle pas du premier qui traite de l'IA générative, mais dans l'ensemble des projets, il y a le fait que l'IA est vue comme soit une menace potentielle, soit un outil qui pourrait être utilisé pour détecter et pour être plus efficace, mais il y a aussi un outil qui pourrait être utilisé pour réaliser des menaces. Donc, bon, voilà. Le dernier sujet, je vais garder un petit peu de temps pour les questions. Le dernier sujet, c'est un sujet qui, lui, a trait au protocole de haut niveau. Donc, l'intégration d'algorithmes de cryptographie post-quantique dans des protocoles de haut niveau. Donc, finalement, c'est réfléchir à qu'est-ce que devrait être la version post-quantique de protocole de haut niveau. C'est en fait ça l'objectif général, avec la conception et la mise en œuvre d'au moins un protocole de cryptographie post-quantique de haut niveau, la soumission de ces protocoles de haut niveau intégrant la PQC à des organismes de normalisation, parce que l'objectif c'est d'aller vraiment vers qu'est-ce que devrait être un futur protocole qui résisterait robuste à la crypto post-quantique. Enfin, qui supporterait la crypto post-quantique, et l'analyse des besoins mettant en évidence les obstacles et les besoins en matière de développement de solutions PQC. Donc là, c'est le troisième sujet qui traite de crypto post-quantique, mais on est sur des protocoles et des futures versions de protocoles au niveau post-quantique. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur les appels? Parce que j'ai reçu. Alors, lump sum, oui. Je l'ai dit, c'est somme forfaitaire. C'est-à-dire que vous dites, mon projet va représenter, euh, alors, celui d'avant, je vais le remettre en même temps et je vais vous parler du lump sum. Donc,
le, la somme forfaitaire, c'est en fait, vous déclarez pour votre structure de projet sous forme d'un work package breakdown, hein, des structures de travail, enfin des unités de travail qui couvrent une partie du temps de votre projet et qui, donc chaque work package, on va utiliser les mots anglais, doit se terminer par des délivrables. Et en général, vous allez identifier pour chacun des délivrables ou chacun des work packages la somme allouée pour réaliser ce work package. Donc globalement, vous allez dans votre proposition détailler vos coûts, mais par contre, au moment de la réalisation du projet, c'est pour ça qu'on parle de somme forfaitaire, vous serez financé pour ce que vous aurez terminé, c'est-à-dire que quand vous avez terminé un work package, euh, votre work package est terminé, les délivrables sont acceptés, vous êtes payé pour le coût que vous avez déclaré pour ce work package. Si vous n'avez pas terminé le work package, vous n'êtes pas payé du tout pour le coût correspondant à ce work package. Donc ça veut dire qu'il faut que vous structuriez votre projet en work package qui s'étale dans le temps, ce qui vous permet d'être payé régulièrement à l'issue de la fin d'un work package. Mais c'est surtout que vous n'avez pas à faire des rapports de coûts systématique comme on a à le faire dans les projets de manière plus classique, où on a des échéances, une ou deux ou trois dans le cours du projet, pendant lesquelles on doit faire une présentation des rapports de coûts pour justement être payé par rapport à ces rapports de coûts qui seront une fois acceptés par la commission. Là, c'est simplement, on fait un rapport d'activité et de réalisation des work packages. Voilà, ça c'est de la somme. Euh, alors, donc ça c'est fait. C'était celle d'avant encore. Ah, on n'est pas dans une obligation de résultat, on est toujours dans une obligation de moyens. Mais vous savez qu'un projet doit avoir des délivrables et que pour que le projet se réalise, les délivrables doivent être acceptés. Donc on est dans ce même schéma, c'est-à-dire que ça change rien, que ce soit lump sum ou que ce soit euh, payé sur rapport de coût. Simplement, vous ne serez payé que si vous avez délivré. Donc, en gros, oui, oui, vous ne pourrez pas dire, voilà, je n'ai pas réalisé le projet, j'ai pas pu réaliser le projet, je l'ai réalisé qu'à 60%. Ou je n'ai pas pu réaliser ce work package, je l'ai réalisé qu'à 60%. Ça sera considéré comme votre work package n'a pas été réalisé. Donc, vous ne serez pas payé sur ce work package. Euh, donc, ça oblige effectivement à avoir structuré son projet de manière un peu plus progressive pour avoir des work packages qui s'étalent au cours du temps et que vous pouvez clore et vous pouvez réaliser. Alors, vous pouvez décaler dans le temps, vous pouvez faire des amendements, tout est pareil, mais la manière dont vous allez être payé dépendra de la structure et des résultats des work packages sous forme de délivrables acceptés. Hein. Si les délivrables ne sont pas acceptés, dans tous les cas, à la fin du projet, vous serez moins payé que si les délivrables sont acceptés. Donc ça, c'était le cas avant, sauf que là, vous serez vraiment moins payé puisque tout le work package correspondant à ce délivrable ne sera pas financé. Voilà, c'est la seule différence. Donc ça vous oblige à un peu mieux structurer ou à structurer différemment, plus étaler dans le temps votre projet. Par contre, ça a un avantage énorme et on le voit sur les retours d'expérience des premières années. Ça fait 2 ans maintenant, je crois qu'il y a du lump sum, de la forme somme forfaitaire. On le voit, les coordinateurs ont beaucoup moins de travail, hein, puisque finalement, ils vont pas avoir trop à piloter des rapports de coûts et à demander des rapports de coûts à tous leurs bénéficiaires, à tous les collègues, entre guillemets, les partenaires avec lesquels ils travaillent. Ils vont simplement s'assurer que les délivrables sont délivrés, sont acceptés, sont de bonne qualité et que la commission a pu les expertiser de manière positive. Voilà. J'espère que j'ai été clair sur le lump sum. Si vous n'avez pas, dans tous les cas, ce que je vais faire, parce que c'est ce qu'avait fait ce matin Jean-Florian, et je trouvais que c'était très bien, il vous a mis un lien sur, je pense, les sommes forfaitaires, sur les lump sum. Je vais vous le mettre sur le site.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je vais passer aux planches suivantes, qui sont très, très simples. C'est juste pour vous dire, mais écoutez, on est là aussi pour vous aider. Donc, la présentation, j'en suis un peu désolé, mais on peut pas aller trop dans le détail des appels parce qu'ils sont pas encore officiellement sortis, mais au moins vous voyez de quoi traitent les 6 sujets qui vont arriver, les enveloppes à peu près de ces sujets, les thématiques traitées. Donc, ça vous permet de commencer de vous organiser. Sachez aussi, alors que, et là on l'a mis ce matin aussi, que le programme Horizon Europe, avec tous ces clusters, notamment le pilier 2, est une opportunité, notamment pour la communauté cyber, parce que la communauté cyber, l'avantage qu'elle a sur d'autres communautés du cluster 3, c'est qu'elle est très transverse. La cybersécurité est nécessaire. Il sait très bien qu'il y a une destination spécifique qui nous permette de progresser dans nos capacités en termes de cyber, mais la cyber elle s'applique, et la capacité à gérer la sécurité du monde cyber, elle s'applique à plein de domaines. Et donc, comme le pilier 2 traite de thématiques comme la santé, le patrimoine, le numérique, l'industrie, le spatial, l'énergie, le climat, la mobilité, le transport, la bioéconomie, l'économie circulaire, les ressources et autres. On sent bien que vous avez des opportunités. Bon, là, j'en ai mis quelques-unes en allant dans un niveau un peu inférieur qui est le niveau des destinations, parce que chaque cluster est structuré comme le cluster 3 en destination, donc en sous-domaine, on va dire. Vous avez des opportunités naturelles pour venir vous positionner sur des appels. Alors, vous ne serez pas leader parce que ce ne sera pas des appels purement en cybersécurité, mais vous pourrez vous insérer très certainement dans des projets traitant de santé dans lesquels il y a de l'analyse de données et la capacité à traiter des bases de données ou autres. On sent bien que la cyber est importante pour la sécurité, ou la privacy et les capacités de confidentialité sont importantes pour la santé, pour le patrimoine, pour l'industrie, on n'en parle pas, et le spatial, et puis pour l'énergie, climat et mobilité, les transports aussi. Bon, voilà. Donc vous avez un certain nombre d'opportunités, des cibles possibles pour les destinations d'autres clusters. Donc ça, je voulais le mentionner. Et puis, juste un rappel, mais là, on est un peu tard, comme je vous disais, là, on fait notre webinaire du 17 avril avec une échéance importante, le SMIG qui sera le 6 et 7 mai, qui sera en France à la Conseil régional d'Île-de-France à Saint-Ouen. Mais les inscriptions sont closes, parce que je pense que ce matin, Jean-Florian a dit qu'on était à 350. Je pense qu'on sera plutôt à 400, 410. Et on a pourtant bloqué les inscriptions depuis déjà 3 semaines, je crois. Donc c'est bien, ça a du succès. Ça veut dire que la communauté de sécurité souhaite se réunir et discuter ensemble, puisque là c'est la communauté européenne qui sera présente. Par contre, ça veut dire qu'on est toujours dans des conditions de compétition, entre guillemets, puisque de taux de réussite et d'intérêt à participer à ces projets qui est important, avec des taux de réussite du coup qui sont un peu faibles. Donc l'excellence est au cœur du dispositif. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à constituer un projet et un consortium qui peut avoir des notes très élevées du l'ordre de 14 sur 15, voire 14,5 ou mieux, vos chances de réussite sont assez faibles. Par contre, vous allez apprendre beaucoup de choses en montant ce genre de projet. Deadline, rappelé, c'est le 11 novembre. Et puis, on vous disait aussi qu'on sera présent, on essaiera de faire des présentations à ce moment-là avec le programme tel qu'il sera publié au cours de tournées en région. Voilà. À suivre, on vous tiendra informé par rapport à ça. Euh, et puis un dernier point, pour vous aider, donc ça c'est ce qu'on a dit ce matin, j'en profite, je le redis, même si pour certains hein, c'est une redite, mais si on souhaite encourager vraiment, puisqu'on c'est un constat qu'on a fait, je ne l'ai pas présenté là, mais un constat que la France, on participe peut-être pas assez, on a des taux de succès qui sont plutôt bons, on va dire même quelquefois meilleurs que d'autres. Par contre, on participe
pas assez. Quelquefois, on est un peu timide dans nos participations, c'est-à-dire qu'on demande peu ou on veut avoir une petite contribution alors qu'on pourrait peut-être être un petit peu plus ambitieux. Et l'idée, c'est d'être encore plus ambitieux, c'est que là où on pêche le plus, c'est on a très peu de coordination. C'est-à-dire qu'on veut pas prendre le lead, parce que finalement, coordonner, même si c'est un rôle qui est purement administratif à une certaine manière, c'est quand même le rôle de celui qui va guider un peu tout le monde et qui va permettre à l'ensemble du consortium de se constituer et d'avoir un projet cohérent. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est assez lourd, mais qui est aussi et qui est ambitieux, mais qui est aussi euh, rewarding, je dirais en anglais, puisque c'est le coordinateur qui a l'interaction directe avec la commission et qui est visible quand il y a des publications et des présentations qui sont faites pour le projet. Donc c'est aussi, on vous encourage à vous porter candidat comme coordinateur et à fédérer autour de vous d'autres acteurs. Et pour ça, il y a deux dispositifs, l'un qui est mené par l'ANR, l'autre par BPI France, qui essaie de favoriser les coordinations en vous aidant financièrement et aussi via du conseil à monter des projets en tant que coordinateur. Donc il y a un dispositif qui s'appelle MRSEI de l'ANR et puis il y a un dispositif Diagnostic Europe de BPI ces deux dispositifs vous permettent d'être financés en partie, mais vous aident ainsi à devenir coordinateur et à mettre les efforts nécessaires pour coordonner un consortium. Et puis vous avez aussi des aides régionales, mais ça, il faut vous rapprocher de vos régions. Elles ont aussi des aides pour faire en sorte que les- leurs membres se développent à l'Europe. Autre point, dernier point, avant de conclure, c'est l'intérêt qu'il peut y avoir à devenir expert évaluateur. Sachez que dans les pays, dans la répartition des experts évaluateurs au niveau européen, la France n'est pas très bien placée, donc on n'a pas assez d'experts évaluateurs. Euh, alors, ça n'a pas forcément un impact sur l'évaluation, même si le fait de mieux comprendre ce qui peut être écrit, ça peut avoir un impact, même si les règles, et là-dessus, je pense que le programme Horizon Europe est certainement le meilleur programme qui soit en termes de transparence sur l'évaluation, et là, même si on peut s'étonner de temps en temps des notes, c'est très compétitif, mais il y a des règles assez très très claires et avec des experts multiples, mais comme il y a beaucoup de propositions, le nombre d'experts qui peuvent évaluer les propositions n'est pas extensible. Donc, si on a plus d'experts évaluateurs au niveau européen, et notamment plus de Français, ça nous permettra d'évaluer plus en- encore et de manière plus efficace encore les différentes propositions. Et puis surtout, c'est que ça vous donne une connaissance bien plus grande de qu'est-ce que c'est qu'un projet, comment on fait pour gagner, parce que vous aurez un briefing très spécifique d'experts évaluateurs qui vous dira exactement ce qu'il faut évaluer et quels sont les critères clés et comment évaluer les propositions. Donc, à l'inverse, même si vous ne pourrez pas bien sûr évaluer les propositions que vous pourriez supporter dans vos organisations, à l'inverse, vous aurez une expérience réelle qui permettra d'aider ou d'aider vos collègues à monter des projets de manière les plus pertinentes possible. Voilà. Donc, devenir expert évaluateur, c'est un point qu'on voulait rajouter et qu'on rajoute maintenant un peu systématiquement. Et voilà, on est deux à temps partiel, mais on est disponible pour vous pour gérer au mieux toutes vos interrogations sur ce programme. On est là pour vous accompagner, pour faire part de nos expériences et éventuellement vous aider à mieux comprendre les appels, notamment quand ils vont sortir de manière efficace. Euh, alors, je relis les questions. Je vois quelle est la charge de travail pour solliciter une aide au montage comme coordinateur. C'est valable pour tous les appels Horizon Europe. Oui, c'est valable pour tous les appels Horizon Europe. Donc, le programme MRSEI s'adresse à tous les appels Horizon Europe. Il y a même le RC, il y a même MSC, enfin tous les piliers, que ce soit le widening aussi, le pilier transverse, comme on l'appelle, ou est concerné par ces aides. Euh,
le travail, la charge n'est pas énorme, c'est-à-dire que il faut que vous déposiez un premier dossier qui n'est pas très lourd et qui finalement est bien aligné avec les attentes de la commission. Donc en fait, dans ce dossier, on vous demandera d'exprimer l'excellence scientifique de votre proposition, l'impact que vous considérez euh, votre projet aura en termes économiques, scientifiques et, et sociétal. Et pareil, on veut que vous présentiez, que vous démontriez d'une manière très simple et succincte au début que vous êtes la bonne personne pour coordonner, donc que vous avez des idées de la manière dont vous allez implémenter ce consortium. Donc vous avez un work package ou une structure de work package qui est à peu près claire et que vous savez manager un projet collaboratif européen avec des partenaires venant d'un peu partout. Donc ce dossier, vous le déposez au sein du MRSEI à la NR. Je pense que le dossier est à peu près similaire, si c'est pas exactement le même template, mais similaire pour la BPI. Et c'est sur cette base-là que vous serez évalué par à la fois des comités scientifiques pour le contenu scientifique et l'innovation que vous portez, pour voir si elle sera bien évaluée par la commission. Et puis, vous serez aussi évalué par les PCN, en l'occurrence, pour s'assurer que vous rentrez bien dans tous les critères dont on a parlé aujourd'hui, en termes d'éligibilité, en termes de structuration de votre projet, en termes de prise en compte des éléments de l'appel. Alors, c'est là que c'est un peu délicat, puisque comme les programmes MRSEI, alors c'est moins le cas pour BPI, sont réalisés par vague, c'est-à-dire qu'il y a des dates spécifiques de dépôt d'analyse, d'évaluation et de résultats, il faut que ces dates correspondent bien aux appels des différents clusters. Et comme ça traite de tous les clusters, c'est là on n'a pas un MRSEI spécifique au cluster 3, ce qui fait que cette année, on est un petit peu décalé. C'est-à-dire que là, vous voyez, il va y avoir une évaluation en début mai. Et on est en train d'évaluer, alors il n'y aura pas beaucoup de projets Cluster 3 parce qu'il n'y avait pas vraiment les sujets, mais l'année prochaine, on aura une vague en septembre, on aura une vague de nouveaux experts en tout début d'année, ce qui nous permettra de pouvoir évaluer des propositions sur des appels qui sont connus. Là, c'était pas le cas pour 2025, donc c'était compliqué pour le Cluster 3. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, le dual, ça s'était traité. Le European Defence Fund est là pour la partie purement défense, sachant que, alors, bon, nous on traite de Horizon Europe, mais je vous encourage pour ceux qui traitent à la fois de la partie civile et de la partie défense de regarder aussi ce programme EDF. Euh, Vous serez les bienvenus puisque le programme European Defence Fund accueille aussi, entre guillemets, des gens du monde civil. Ça va dans ce sens, ça va pas dans l'autre sens. Hein. Le monde militaire dans Horizon Europe n'est pas le bienvenu. Par contre, le monde civil de sécurité dans le monde militaire peut être bienvenu s'il apporte des technologies efficaces et pertinentes qui répondent aux besoins. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Eh bien, si on a tenu 1 heure, on va arrêter là. Merci de votre écoute et on vous tient au courant de la suite, notamment de la publication et peut-être qu'avant, on se verra, pour certains, on se verra au SMIC. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions précises. Bonne journée. Au revoir.